Alors, sur les combinatoires, qu'est-ce qu'on a comme petite formule qu'on peut expliquer rapidement? Celle-ci, donc proposition 14, on peut expliquer rapidement le petit a et le petit b et ensuite Pascal. Alors, je vais passer sur un tableau blanc à côté. Alors, la démonstration 14. Si on regarde du côté gauche, on a notamment k parmi n. K parmi n, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le nombre de parties de grand E à k éléments. Alors, sachant que, est-ce que je l'avais mis dans l'énoncé ou pas? Est-ce que j'ai défini grand E? Non, je ne l'avais pas défini clairement ici. Donc, on va le définir au passage. Sachant que, pouf, ici, grand E, je le mets dans un petit coin. Grand E, c'est un ensemble de cardinal n fixé. Quel que soit grand E, ça ne change rien. Donc k parmi n, c'est le nombre de parties de E à k éléments. Conséquence, si on fait la somme des k parmi n, ça va représenter le nombre de toutes les parties de E. Tout simplement parce que, je vais mettre entre parenthèses en couleur, on aura celle à 0 élément, alors là il n'y en a qu'une seule, plus celle à 1 élément, plus, etc., etc., plus tout à la fin, celle à n-1 élément, et je vais un petit peu décaler ce truc là, tout à la fin, le n parmi n, mince, j'ai effacé trop, excusez-moi, hop, hop, donc celle à n-1 élément, plus la toute dernière, bon là celle au singulier, parce qu'il n'y en a qu'une, à n éléments. Donc il faut juste se rappeler que si on veut, entre guillemets, considérer les parties à éléments et, enfin, union les parties à un élément, enfin, etc., etc., puis les parties à n-1 élément, n éléments, on va surtout faire qu'une somme de tous les cardinaux, et donc on aura cette formule-ci. Or, c'est donc cardinal de P de E et cardinal de P de E qui est égal à 2 puissance n. Donc morale, voilà, c'est tout, il n'y a que ça à dire. Cette somme des k parmi n, finalement, ça revient à considérer le nombre, attention, je dis bien le nombre de toutes les parties de E en les triant suivant le nombre d'éléments k qu'elles contiennent. Mais au final, vu qu'on a tous les cas possibles entre 0 et n, on a bien toutes les parties de E tout court, et donc on a le nombre de parties de E tout entier, c'est-à-dire 2 puissance n. Est-ce que ce truc-là, le petit a, c'est à peu près bon? Pas de questions. Alors, pour le petit b, on l'avait dit vite fait à l'oral, mais du coup c'est instantané. P parmi n, c'est le nombre de manières, donc est le nombre de manières de choisir P éléments parmi n, comme son nom l'indique. C'est aussi
ou cela, comment est-ce qu'on va formuler? Cela correspond plutôt. Au, on va dire choix entre guillemets. Pourquoi est-ce que je mets choix entre guillemets? Parce que finalement, c'est les éléments qu'on va refuser. Au choix de n-p éléments qu'on, je remette entre guillemets, refuse. Voilà. C'est bien sûr c'est une demi-preuve parce que les mots entre guillemets comme ça c'est un peu imagé, mais sur l'esprit c'est exactement ça, hein. Si on veut le formaliser un petit peu plus, bah, il faudrait considérer les complémentaires tout simplement. Parce qu'au lieu de considérer une partie de grand œil, on va considérer son complémentaire. Ça reviendra à ça précisément. Est-ce que sur l'idée c'est à peu près bon pour ceci? On est tout bon, pas de souci particulier. Alors, autre petite formule qui nous reste, et du coup la dernière qu'on fera, c'est la formule de Pascal. Donc la formule de Pascal, je remets le PDF un petit peu plus grand. Ici, c'est un tout petit peu plus technique à expliquer, mais vous allez voir, ce ne sera pas très très long pour autant. On a un petit P entre 0 et n qui est fixé. On a P parmi n d'un côté, et ensuite on a P plus 1 parmi n. Et cette somme de deux coefficients binomiaux, c'est censé donner un seul coefficient binomial. C'est-à-dire, si on l'interprète en tant que nombre de parties, c'est le nombre de parties à P plus 1 élément parmi n plus 1 élément. Le principe ici, la petite feinte, ça va être de dire que bah, n plus 1 élément, bah, c'est comme si on avait, enfin c'est pas comme si, c'est n éléments plus un autre isolé dans son coin. Et tout simplement, en regardant cet élément isolé dans son coin, on va se demander, bah, est-ce qu'on le prend ou bien est-ce qu'on ne le prend pas? Et suivant les deux cas de figure, ça va mener aux deux autres coefficients binomiaux qui sont sur le côté gauche. Alors, on explicite un petit peu plus, je repasse sur le tableau blanc. Hop, page suivante. Donc, démonstration 15. Alors, on va fixer quelques petites notations. Grand E, c'est un ensemble de cardinal n plus 1, c'est-à-dire que grand E contient n plus 1 élément. Et dans grand E, on va se fixer, je ne sais pas comment on va l'appeler, un petit x0, on va dire ça comme ça. C'est un élément fixé. Il ne va pas bouger de la démonstration. On le fixe une fois pour toutes, de manière complètement arbitraire. Tiens, il y en a un, pouf, on le met dans un coin. Schématiquement, on va faire un petit dessin. Vous avez votre ensemble grand œil, et là, ici, il y a le petit x0. Et à côté du x0, bah, il y a bien sûr tous les autres éléments de grand œil. Maintenant, si on veut considérer les parties de grand œil, comment je vais tourner ma phrase? On peut distinguer, j'allais dire scinder, mais ce serait pas forcément très parlant, ce serait pas forcément très juste. On peut distinguer, virgule, parmi les parties de E à P plus un élément, 2 points à la ligne. Donc première étape, celles qui ne contiennent pas, juste pour que ça soit dans le même ordre, on va dire celles qui contiennent en premier. Ça change rien au raisonnement bien sûr, c'est juste comme ça sera dans le même ordre que la formule. Celles qui contiennent
petit a. Et alors je mets, on laisser un peu de place, ou vous le reprendrez plus tard de toute façon. Dernier point, enfin dernière possibilité, celles qui ne contiennent pas petit a. Et tout simplement, le nombre de parties de E à P plus 1 élément, c'est P plus 1 parmi cardinal de E, donc c'est P plus 1 parmi N plus 1. Mais si on se limite à celles qui contiennent A, première possibilité, on va faire un petit dessin vite fait. Si on veut une partie, pas petit a, excusez-moi, x0. Bon, c'est pas grave. Je vais du coup renommer, je le renomme en petit a. Autant pour moi, j'ai fait une erreur de notation. Excusez-moi. Du coup, là c'est petit a, et là c'est petit a. Voilà, bon, ça change rien, mais... Donc, c'est bon, les petits a. Ok. Alors, si on veut une partie qui contient petit a, ça veut dire qu'elle sera, par exemple, comme ceci. Je fais une petite flèche schématiquement. Si on a une telle partie qui contient a, on aura donc le petit a obligé. Ensuite, une fois que le petit a été mis de côté, volontairement je vais faire un trait un peu de séparation, il y a petit a d'un côté et il y a tous les autres éléments de l'autre. Conséquence, déterminer une partie qui contient petit a, ça revient à déterminer les éléments qu'on a pris à côté. Et les éléments qu'on a pris à côté, bah là il y en a petit n. Et combien est-ce qu'on veut en prendre? On va en prendre uniquement petit p, parce qu'on a déjà le petit a qui a été mis de côté. Donc ici, si je termine mon petit schéma, on va dire, hop, c'est comme si dans grand E, on avait mis de côté, hop, petit a et tous les autres éléments. Donc ici, élément autre que petit a. D'où, on va pas tergiverser, les parties, donc celles qui contiennent petit a. Donc ici, cela revient à choisir P éléments parmi les n éléments autres que petit a. Conséquence, change de couleur, on a P parmi n partie. Donc j'insiste bien, on est en train de choisir un certain nombre d'éléments dans grand E, mais ce qui nous intéresse in fine, c'est le nombre de manières de choisir ces éléments. À la fin, à l'intérieur, chacun des ensembles contient P éléments. Par exemple, si P vaut 4, on va faire plein de choix possibles, tous les choix possibles de 4 éléments. Et combien est-ce qu'il y aura de manières possibles de choisir ces 4 éléments? Si on prend petit a de côté, ce sera 3 parmi petit n, étant donné qu'on a les autres éléments à fixer. Ensuite, même principe, si on veut les parties qui ne contiennent pas petit a, phrase du même genre, cela revient à choisir alors, donc cette fois-ci, si on ne prend pas petit a, on a toujours P plus un élément à obtenir. Parmi, mais parmi quoi? Vu qu'on a dit qu'on ne prenait pas petit a, ce sera toujours parmi les n autres que a. Conséquence ici, on va se retrouver avec P plus 1 parmi n partie. Au final, conclusion, que je vais vous mettre, hop, c'est très moche ce truc là. Hop, voilà. Conclusion que je vais mettre sur le côté. P parmi n plus P plus 1 parmi n. On a deux cas disjoints
lorsqu'on a deux cas disjoints, on additionne les deux cardinaux. On va se retrouver avec... Alors pourquoi est-ce que parmi n plus 1 n plus 1, ok, bon, vous êtes débrouillé. Alors, conclusion, p parmi n plus p plus 1 parmi n, plus p plus 1 parmi n, est égal à... non, c'est pas ça que je voulais. Est égal à p plus 1 parmi n plus 1, entre parenthèses, le nombre de toutes les parties de grand E à p plus 1 élément. Est-ce que vous arrivez, ça s'affiche ou pas ce qui est en dessous? Non, ça s'affiche pas complètement. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, on va expliquer le principe SVP. Alors, du côté droit, P plus 1 par n plus 1, c'est le nombre de parties à P plus 1 élément dans grand E. Mais P plus 1 élément, c'est P plus un autre. Donc, si dans le grand E, on isole, on se fixe un petit A de référence, voilà, de manière complètement arbitraire, on va distinguer deux cas disjoints, les parties à P plus 1 élément qui contiennent A, et les parties à P plus 1 élément qui ne contiennent pas A. Celles qui contiennent A, vu qu'on a déjà dit qu'on prenait A, il ne reste plus que P éléments à fixer, parmi les N qui ne sont pas petit a. Donc le nombre de manières, ça revient à piocher des éléments dans la zone rouge ici. On n'a que P éléments à choisir sur les P plus 1 qu'on veut le total. Cependant, si on a une partie, si on veut une partie qui ne contient pas petit a, je pourrais faire un petit dessin alternatif, juste histoire de compléter. Ce serait cette situation. Oula. Zoup. Ce serait une partie qui serait complètement dans la zone rouge ici. On a donc... Ah pardon, j'avais pas mis assez. J'avais dit que j'en mettais 4. Tac, tac. Zoup. On aura donc une partie de P plus 1 élément, ici P plus 1 égale 4, à prendre tous dans la zone rouge, mais la zone rouge elle ne contient que les N éléments autres que petit a. Je peux réécrire ici, là on a petit a, donc ici on a N éléments autres que A. J'espère que c'est à peu près bon. S'il y a des questions directes, allez-y. Sinon on va enchaîner doucement sur les probabilités. Alors, tac. Pourquoi est-ce qu'on passe de n à n plus 1? On passe de n à n plus 1. Je ne comprends pas la question. Au départ, on se fixe un ensemble n plus 1 élément. Juste parce que dans la formule, on veut p plus 1 parmi n plus 1. Mais il n'y a pas de passage de n à n plus 1. Alors, on en reparlera après coup si besoin. On va avancer doucement, histoire de ne pas prendre trop de temps là-dessus. Mais vous allez voir, en relisant, je suis sûr que ça va se décanter, il n'y aura pas de souci. Alors, sur le PDF, donc pour tout ce qui est d'encadrement, on est bon. Donc, on va passer, je remets le PDF un petit peu en tout entier. On va passer du coup aux espaces probabilisés. Alors, le but ici, c'est d'introduire proprement les probabilités. Alors, il y a beaucoup de choses que vous allez connaître. Alors on va quand même refaire un petit panorama rapide, on va pas trop s'attarder, notamment sur les histoires d'issues, d'événements, etc. On va pas trop se compliquer la vie. Alors, le principe, j'espère que tout le monde a pu récupérer le polycopier. Première étape, on va un petit peu modéliser la situation. Alors, le principe de rapidité, c'est quoi? On a des situations concrètes qui sont des expériences où on ne contrôle pas le résultat. Donc, on va du coup lier ce résultat à un effet aléatoire. Donc ces expériences, on va dire, sont expériences aléatoires. Lorsqu'on fait une expérience aléatoire, on va s'intéresser à certains
certaines réalisations précises. Par exemple, pour un dé, avoir 5 ou 6. Voilà, truc un peu au pif. Ça, c'est ce qui va nous constituer, c'est ce qui va constituer les événements qui nous intéressent. Mais, exemple tout de suite, je vais sauter aux exemples. Si on jette 2 dés cubiques l'un après l'autre, numéroté de 1 à 6, on lance ces 2 dés, et là, on note le numéro dans l'ordre. Petit passage au niveau du modèle, là, c'est des choses que vous aurez à faire par vous-même quand vous expliquerez la situation. Il faudra vous dire, je lance 2 dés dans l'ordre. Si c'est dans l'ordre et qu'il peut y avoir des répétitions, c'est des listes. D'où l'interprétation. Chaque résultat possible va être un couple d'entiers dans un 6 au carré. Une liste de 2 entiers de 1 6. L'événement, la somme des numéros fait 6. Ça va être tout simplement un sous-ensemble de 7 de 1 6 au carré. Ce sous-ensemble, ce sera les couples 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1. Vu qu'on tient compte de l'ordre, 1 5 et 5 1 sont différents. Vous pouvez imaginer dans votre tête qu'il y a un dé bleu et un dé rouge. Si vous voulez, comme ça, il y en a un qui fait le dé bleu qui fait 1, le dé rouge qui fait 5, ou vice versa. L'événement, la somme des chiffres est positive. Ça, ce serait l'événement certain, on l'appellera comme ça. Ce serait l'ensemble tout entier, 1 6 au carré. Donc ça, je pense que c'est assez parlant, il n'y a pas de piège particulier. En revanche, l'événement, la somme des chiffres est négative. Ça, par contre, c'est impossible. Donc, ça correspondrait à l'événement vide. Autrement dit, sur ces exemples-là, on se rend compte que les événements qui nous intéressent, ça va correspondre à des parties de grand oméga égale 1 6 au carré. D'où la définition qu'on va prendre en général. À chaque expérience aléatoire, on va associer un ensemble composé de tous les résultats possibles. Cet ensemble, on va souligner, il sera appelé univers associé à l'expérience aléatoire. Et chaque événement peut alors être représenté par une partie de oméga. Donc un ensemble et ensuite des parties. C'est ça qui va nous intéresser. Jusqu'ici, c'est bon, pas de soucis. Alors, au niveau pratique, on va pas se casser la tête à distinguer l'événement, le dé fait, la somme des dés fait 6. On va l'associer complètement, l'assimiler complètement à la partie d'oméga qu'il représente. Donc on dira qu'on pose l'événement, machin, égal, et après la partie qui nous intéresse. Petit avertissement. Ça, c'est un petit détail technique, mais on va se limiter uniquement aux univers finis. Ça veut dire concrètement que lancer un dé 4 fois, oui. Lancer un dé un nombre infini de fois, non. Grosso modo, ce sera un petit peu ça les exceptions qu'on va vouloir. Alors, concrètement, on va quand même pouvoir faire des choses assez intéressantes parce que rien ne nous empêche de nous limiter avec un petit n fixé et à la fin de faire tendre n vers l'infini l'air de rien. Donc on reste officiellement dans le cadre, mais on a qu'à faire des choses, des comportements asymptotiques, des choses comme ça. On en reparlera au fur et à mesure, voilà. Alors, on va passer aux opérations sur les événements, où là, pareil, vous connaissez beaucoup de choses. S'il y a des questions, vous me les mettez dans le chat, mais sinon, j'avance doucement. Alors, première définition qu'on a évoquée, l'événement certain. L'événement certain, c'est l'événement qui est toujours réalisé, c'est grand oméga tout entier. L'événement impossible, lui, c'est l'ensemble vide. Bon, voilà, ça, je pense pas que ce soit très déroutant. L'événement contraire, pareil, ça vous connaissez. L'événement contraire, c'est non A ou A bar, qui est associé au complémentaire oméga privé de A. Donc ça, pareil, je pense que vous connaissez la fin. Par exemple, des fois, au lieu de calculer la probabilité d'un événement, on calcule la probabilité de son complémentaire, la probabilité du contraire, en faisant 1 moins P de A. On va arriver à ça au fur et à mesure. Avant, il n'y avait pas un quasi de... Quoi ? Avant, il n'y avait pas un quasi devant certain et impossible. Alors avant quand? Alors là, à mon avis, je pense que ça... Alors si c'est dans les probabilités,
là, ces définitions que vous avez peut-être vues, qu'on les croisera rapidement, mais vous allez voir, ce ne sera pas forcément l'essentiel. C'est lorsqu'on arrive aux probabilités. Une chose qu'on dira, c'est que l'événement certain, grand oméga, il a une probabilité 1. En revanche, dire qu'un événement est de probabilité 1, ça ne veut pas forcément dire a priori que c'est l'événement certain. On peut avoir des événements de probabilité 1 qui ne sont pas pour autant tout l'événement tout entier. Enfin, tout l'univers, pardon, tout entier. Donc, ok, c'est ça. Donc, ce genre de choses, ça arrivera en probabilité. Enfin, un petit peu plus tard. Pif paf pouf, donc événement certain, impossible, contraire, bon il n'y a pas de piège, zéro piège, c'est juste le vocabulaire. Les événements certainement impossibles sont contraires l'un de l'autre, bon bah voilà, et le contraire du contraire, bah, c'est retomber sur ses pieds. Donc ça je pense qu'il n'y a pas la peine de s'éterniser. Là, petit mot de vocabulaire qui va arriver. Alors, première chose, l'événement A et B. Alors rappelez-vous bien, quand on met et comme ça, c'est le et au sens logique, ça veut dire les deux événements simultanément. Deux événements vont être dits incompatibles ou disjoints si et seulement si l'intersection est vide. Ça signifie qu'on ne peut pas avoir simultanément A et B. Ça, ce sera très important. Il y a plein de formules qu'on va voir sur les probabilités qui vont s'appuyer sur cette notion d'événements disjoints incompatibles 2 à 2. A ou B, c'est A union B. Ça, bon voilà, on souligne vite fait. Là, il n'y a pas de piège du tout. Vous connaissez bien normalement cette histoire. Alors, est-ce que pour l'instant, vous tenez le choc? C'est à peu près bon. Pas de souci. Rappelez-vous, vous pouvez mettre des petits smileys si c'est perturbant. Par exemple, vous pouvez mettre là. Ça veut dire je suis confus. C'est bon pour vous, il n'y a pas de souci. Alors, c'est quoi le sujet avec la tête qui est avec là, le haut là? Surpris, d'accord. Alors, tac, hop, allez, j'efface ça. Ça a l'air d'aller pour l'instant à peu près. Allez, on continue. Alors là, c'est un petit peu plus une nouveauté. Système complet d'événements. Mais pour autant, ce sera une nouveauté extrêmement importante qu'on va beaucoup utiliser au fur et à mesure. J'encadre tout de suite la définition. Le principe, c'est quoi? On a envie, imaginez qu'on ait une situation un petit peu compliquée, on va la gérer tout d'un coup, c'est pas simple. En revanche, on peut la décomposer, la décortiquer en des sous-cas, des sous-événements qui vont nous permettre de tout traiter. Ça va venir à une notion de système complet d'événements. Si on veut avoir des cas disjoints, on va demander que les événements associés soient du coup incompatibles ou disjoints, comme ça a été marqué là-haut, ce qui revient à demander ce que je vais vous entourer tout de suite à droite, que dès qu'on prend deux événements différents, leur intersection est vide. Ça, c'est pour dire qu'on a des cas disjoints. Mais on veut aussi que tous les cas recouvrent toutes les possibilités. Donc, mathématiquement, au niveau des événements, ça se traduit par ce qui est à gauche, la réunion de tous les événements doit faire grand oméga. Exemple, je reprends l'exemple du lancer d'un dé. Imaginez qu'on a un résultat qui soit entre 1 et 6. Si on dit d'un côté, on part le résultat qui fait 1, d'un côté 3, 5, de l'autre côté 2, 4, 6, on a bien toutes les valeurs possibles, donc la réunion des événements fait grand oméga, et chacun des cas est disjoint des autres, les intersections sont 2 à 2 vides. Alors, des fois, on fera des raisonnements du genre le résultat est pair ou impair, ou du genre il s'est passé telle chose ou telle autre chose, etc. Ce qui va mener d'ailleurs ce telle chose, telle autre chose, à ça que je vais vous souligner. On l'utilisera mine de rien très souvent. Des fois, on n'aura pas forcément besoin de faire 43 cas différents. Des fois, même souvent, on aura besoin de faire que 2 cas, basés sur la réalisation d'un événement fixé. Exemple type, on a une urne avec des boules bleues et des boules rouges. Voilà, pourquoi pas. Et on fait une action suivant la couleur de la boule qu'on a tirée au premier coup. Lorsqu'on aura ce genre de situation, on fera 2 cas. Si la boule tirée était bleue, tatati tatata. Si la boule tirée était rouge, tatati tatata.
Et donc, faire ce raisonnement, mathématiquement, ce sera mettre en place un système complet d'événements. Ce serait important de formaliser un petit peu avec le vocabulaire et pas juste faire des ou bien dans tous les sens, parce que sur certaines formules, elles seront un petit peu plus compliquées au fur et à mesure. Est-ce que la notion de système complet d'événements, c'est à peu près bon l'idée? Pas de souci. Alors, j'avance doucement. Alors, événement élémentaire. Imaginez le cas, la décomposition la plus simple qui soit, c'est de faire tous les cas possibles, les plus élémentaires possibles. Exemple, si je remonte sur mon chiffre entre 1 et 6. Là, j'ai décomposé en 1, 3, 5, 2, 4, 6. On pourrait faire, si le résultat fait 1, si ça fait 2, si ça fait 3, si ça fait 4, etc., jusqu'à si ça fait 6. Ça, c'est les événements élémentaires. Plus précisément, pas plus formellement, si on a un univers fini qui se met sous la forme d'un ensemble de n valeurs oméga, si on prend chacune de ces petites valeurs et qu'on la met dans un singleton, on va se retrouver avec un système complet d'événements qu'on va appeler système complet d'événements élémentaires. Donc c'est juste une définition qui correspond à une situation qui sera souvent très simple, qui se fera très naturellement. Vous allez voir, il n'y aura pas du tout de piège là-dessus. Alors, si on est bon, on va avancer doucement. Donc, pour l'instant, il y a zéro démonstration, c'est juste du blabla. Hein. On raconte un petit peu notre vie, les événements, intersections, réunions, etc. J'avance. Alors, espace provisé, c'est pareil qu'à partition d'un ensemble. C'est synonyme. Alors, il peut y avoir des fois une petite nuance, mais si vous avez vu partition, par rapport à partition d'un ensemble, c'est dans le principe. Alors, c'est par rapport à ce que vous avez en terminale ou c'est par rapport à ce qu'on a vu ensemble sur les relations d'équivalence et compagnie? D'accord, ok. Donc justement, alors si c'est par rapport à ce qu'on avait fait ensemble, effectivement, nous à l'époque, on avait un petit truc en plus, on ne voulait pas que les ensembles soient vides. Ici, on s'en fiche. Parce que si on fait un cas qui est en fait impossible, c'est pas grave, il comptera pour du beurre. Donc en proba, c'est beaucoup moins grave. Mais, je précise un petit peu, vous pouvez croiser, en vrai il y a un petit flou juridique on va dire, vous pouvez croiser des bouquins, des exercices où ils vont vous dire qu'il faut que les événements soient non vides. Mais en pratique, ça sert à rien. Enfin, ça change rien surtout. Alors, notion de probabilité. On va arriver doucement. Quelle heure il est? Ouais, ça va, on est bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace probabilisé? Ça va être un ensemble avec une expérience, avec un univers associé. Et ce qu'on a envie, c'est de quantifier l'apparition de chacun de ces événements. Quantifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire associer à chaque événement un nombre qui sera ici un nombre entre 0 et 1. Donc il y a une convention qui a été prise de dire que le maximum c'était 1. Voilà, c'est complètement arbitraire. Hein. De toute façon, on aurait pu faire des pourcentages, ce serait pareil. Mais on va bien sûr attendre un petit peu des petites propriétés. Parce que si on met des chiffres au pif entre 0 et 1, au final, ça risque pas d'être très intéressant. Donc on va demander définition. Donc on va l'encadrer parce que celle-ci, il faudra la connaître. Hop, ici. Une probabilité. C'est une application, grand P, qui va aller de P d'oméga dans 0,1. Donc rappelez-vous, si oméga c'est l'univers, P d'oméga c'est l'ensemble des parties de oméga, ça correspond pour notre situation à l'ensemble des événements possibles. Donc au départ, grand A, c'est bien un événement, une partie d'oméga. On lui associe un nombre entre 0 et 1. On demande deux choses essentiellement. L'événement certain, on veut qu'il soit de probabilité 1. Voilà, ça on l'affirme, on l'impose. Et on veut que lorsque deux parties A et B sont disjointes, la probabilité de la réunion, ce soit la somme des probabilités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'additivité des fois des probabilités. Voilà, c'est tout. Cette définition, alors bien sûr, d'une part, il y aura plein de situations où vous aurez une probabilité et vous allez juste faire les calculs avec, mais il y aura certaines situations où on va commencer par vous demander de vérifier que quelque chose est une probabilité. Dans ce cas-là, ça veut juste dire vérifier ces deux points. Le premier, en général, il sera très très facile. Le deuxième, des fois, il peut être un peu plus technique.
Vocabulaire. Probabilité nulle, négligeable. Donc ça correspond, je pense, au quasi de tout à l'heure. Alors moi, je mets pas quasi, je mets presque. Mais bon, je pense que c'était synonyme pour... je pense que c'est le même principe. Et ça change rien, ça me choque pas du tout. Je m'en fais. Si vous mettez quasi, presque, ça change rien du tout. Un événement de probabilité nulle, on va dire qu'il est négligeable. L'événement vide, il est négligeable. Un événement de probabilité 1, on va dire qu'il est presque sûr. On dit presque parce que l'événement certain, c'est grand oméga tout court. Mais on peut avoir des événements qui ne sont pas l'événement certain, qui ont une probabilité 1. Donc, il faut faire attention à ça. Le vocabulaire, c'est bon, pas de souci. Alors, je continue à avancer doucement, on balaye un petit peu ça. Là, pareil, toujours pas de démonstration jusqu'ici. Là, on peut en faire une ou deux. On va en piocher peut-être une. Un événement probabilité 0, c'est pas forcément impossible. Eh ben non. En toute généralité, non. Alors, exemple tout bête, mais des fois ça dépend juste les valeurs qu'on s'est fixées, des fois c'est juste une... exemple tout bête, vous lancez 2 dés, on fait la somme. Mais si au début vous avez mal fixé votre cadre et vous êtes dit, ah bah tiens, je vais noter le numéro obtenu entre 1 et 12. L'événement, la somme des chiffres fait 1, bah... non, pardon, non, ici c'est autre chose. Non, là du coup, si je formule comme ça, ce sera l'événement impossible. Après les exemples, alors les exemples les plus frappants, ils sont assez paradoxaux, mais pour autant, ils arrivent peut-être plus en probabilité infinie. Faudra que je réfléchisse. Est-ce qu'en probabilité finie, on peut faire un truc pas trop artificiel qui mène à un événement pas impossible, mais presque sûr? Ça faudra que je vérifie. Mais sinon, alors, le coup classique, Paris 21, pourquoi c'est pas complètement sûr? Ben, c'est tout simplement des fois des problèmes liés à l'infini. Alors, exemple que je vous dis juste à l'oral, mais l'espèce d'expérience aléatoire assez classique, c'est celle du singe qui tape à la machine à écrire. Si vous imaginez quelqu'un, un singe, qui tape à la machine à écrire comme ça, complètement au hasard, mais de manière infinie. C'est un singe qui a une bonne consistance, qui a une bonne constitution, il a une durée de vie infinie. Ben, dans ce cas-là, avec une probabilité 1, il va pouvoir écrire n'importe quel livre qui vous plaît. Exemple, je sais pas, l'intégrale de Game of Thrones si vous voulez, au bout d'un moment, elle sera tapée. Exactement, mot pour mot, lettre par lettre. Donc ça, c'est un événement probabilité 1, mais pour autant, c'est pas un événement certain. Tout simplement parce qu'il y a une histoire d'asymptotique qui arrive. Alors en vrai, enfin pas en vrai, mais en vrai, on est très loin de en vrai ici, mais si on voulait un petit peu quantifier le temps passé, bah, le temps passé serait infini. C'est un peu le cas de la pièce qui fait pile à l'infini. Oui, c'est un peu ce genre de choses. C'est un peu ce genre de choses. Si vous, en théorie, effectivement, c'est un bon exemple aussi. Si vous lancez une pièce à l'infini, pile face, pile face, pile face, pile face, bah, c'est vrai qu'en soi, rien n'interdit que vous fassiez face, bah, presque sans discontinuer. Alors, ça vous semble bien sûr très peu probable, mais en soi, c'est un événement possible qui sera de probabilité nulle. Effectivement. Là, du coup, alors effectivement, par rapport à ce qu'au cadre qu'on s'est fixé, on n'est pas en probabilité finie. Alors bon, tout ça, vous inquiétez pas, on sera très loin de tout ça. Mais a priori, dans le vocabulaire, on fait attention. Où est-ce qu'on était? Petite propriété. Là, on revient sur nos choses assez terre à terre. L'événement vide, il est de probabilité nulle. Alors, petite remarque, c'est une propriété. Alors vous allez dire, oui, mais pourquoi c'est une propriété? Bah, je vais tout simplement vous l'écrire là vite fait à côté. Pas la peine de prendre un tableau à côté pour ça. Tac, tac. Tout simplement, on sait que oméga, c'est oméga union vide. Donc, P d'oméga, c'est égal à P d'oméga plus P du vide. Bah voilà. 1 égale 1 plus P du vide. Donc, P du vide égale 0.
Donc ça, c'est une toute petite bidouille, mais cette propriété, P de oméga de l'ensemble vide égale 0, elle s'obtient à partir de P d'oméga égale 1 et de l'additivité qu'on a vu au-dessus. Juste avec ces deux petites lignes de calcul. Voilà. Donc ça, vous pouvez le noter dans un coin, si vous le souhaitez, ou juste le retenir, c'est pas méchant. Propriété un petit peu plus générale, si on a deux événements A et B, la probabilité du complémentaire, alors attention, de B privé de A, c'est P de B moins P de A inter B. Attention, ici, on fait complémentaire dans grand B. La probabilité de A bar tout court, cette fois-ci, si on fait complémentaire dans grand E, bah, ça va faire 1, dans grand oméga, ça fera 1 moins P de A. Ça, on va peut-être l'entourer, parce que mine de rien, vous allez utiliser, c'est un truc qu'on utilise très très souvent, très très fréquemment. Et dernière petite propriété, si jamais on a un ensemble A inclus dans B, alors la probabilité de A est plus petite que la probabilité de B. Ça, c'est ce qu'on appelle la croissance de la probabilité. On va l'encadrer, mais en pratique, ça c'est le genre de truc, vous l'utilisez naturellement sans réfléchir. Enfin, et vous avez bien raison, parce que c'est complètement naturel. On va faire 2-3 petites démonstrations là-dessus pour la proposition 3. Alors, je passe pif paf pouf sur le tableau blanc. Une nouvelle page. Alors, démonstration 3. Alors, pour la première, pour le petit a, excusez-moi, il faut que je mette le tableau. Tac, comme ça. Alors, pour le petit a, ce qui nous intéresse, c'est P de B privé de A. Mais tout simplement, l'ensemble grand B, on peut l'écrire comme A union B privé de A. Et cette réunion, c'est une union disjointe. Les deux événements ici sont d'intersection vide. Donc, voilà, ça y est, c'est gagné. P de B, c'est P de A, plus P de B privé de A. On fait une petite soustraction et c'est plié. Donc, attention juste à un point. Lorsque vous voulez utiliser ce genre de choses, pensez bien à dire que vous avez une réunion disjointe. Et après, c'est plié. Le petit b, bah, c'est tout simplement le petit a avec b égale oméga. Parce que on va se retrouver avec p de a bar égale p d'oméga moins p de a. Mais p d'oméga, c'est égal à 1. Voilà, ça c'est plié. Et le dernier c'est quoi? La croissance. La croissance, pareil, c'est une toute petite bidouille. Ça se fait juste comme ça. On va faire un petit dessin pour l'occasion. Donc si on fait un petit dessin, on a un ensemble grand B. On a à l'intérieur un ensemble grand A. Et bien tout simplement, ce qu'il faut repérer, c'est que pour passer de A à B, on fait la réunion avec cette partie-ci, qui est B privé de A. Alors hop, je sais que le jaune ça passe moyennement à l'écran, mais là je pense que juste pour ça, ça ira. Ne vous inquiétez pas, je repasse tout de suite en couleur normale. Donc on a B qui est égal à A union B privé de A. Ah mince, je suis en train de refaire le... Oui, bon, c'est pas grave. J'aurais pu directement reprendre le petit a. Je n'ai pas été d'être optimal, mais bon, c'est pas grave. Donc, P de B, c'est P de A plus P de B privé de A. Et comme une probabilité est positive, ce truc-là, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, P de B est supérieur ou égal à P de A. Et je précise toujours, je le remets un petit coup, ici,
et union disjointe. Voilà, cette petite démonstration, c'est plié. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Normalement, ça fait pas trop peur hein, pour une fin de période. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va avancer doucement. Et on va passer à... Alors oui, formule classique. Alors vous la connaissez bien. La démonstration, c'est encore des petits coups d'intersection, etc. Réunion, il n'y a rien de très sorcier. On va passer la probabilité de la union B, en général, quand même quand la réunion est quelconque, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Je remets le PDF un petit peu plus grand. Donc ça, formule que vous connaissez, je pense, déjà très bien, vous l'avez sûrement déjà utilisée. Additivité finie généralisée. C'est tout simplement la version avec n éléments du truc qui est en haut à droite. Là, c'était pour 2 éléments disjoints, mais si on fait un truc par récurrence, imaginez qu'on a un ensemble C qui soit disjoint des deux précédents. Bah, P de A union B union C, en jouant avec les parenthèses, on va pouvoir faire P de A plus P de B plus P de C, et ainsi de suite. Donc de manière plus générale, si vous avez n événements, attention, 2 à 2 incompatibles, alors la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Alors, à votre avis, c'est quoi la nuance, là ici elle est importante, entre 2 à 2 incompatibles et incompatibles tout court? Je vais vous l'écrire sur le côté après. Incompatible tout court par rapport à 2 à 2 incompatibles. Chacun doit être incompatible avec tous les autres. Ouais, ça c'est bien. Et donc, incompatible tout court, ça voudrait dire quoi? Incompatible tout court. 3 événements incompatibles. Incompatible tout court autorise une égalité. Oui, une égalité, oui. Une égalité ou peut-être plus simplement certaines intersections non vides. Donc si je fais, je vais marquer à côté, est-ce que ce sera, je ne vais pas trop dépasser, non c'est bon. Je vais faire avec 3 ensembles. ABC incompatible. Ce serait A inter B inter C égale vide. Mais cela n'implique pas A inter B égale vide. Donc ici, exemple avec des chiffres, hein. Si vous prenez l'événement 1, 2, 3 et l'événement 3, 4, 5, A inter B n'est pas égal au vide. Mais si vous faites l'intersection avec un autre événement qui sera par exemple, j'en sais rien, j'ai dit quoi, 1, 2, 3, 3, 4, 5, et avec un événement qui est le singleton 6, lorsqu'on intersecte avec le singleton 6, ça fait le vide. Mais pour autant, les deux premiers n'étaient pas disjoints. Dans cette formule-là, on veut bien qu'ils soient 2 à 2 incompatibles. J'espère que c'est à peu près bon la remarque. En général, ça se passe bien, mais dans certains cas, si vous goupillez mal dans vos événements, vous pouvez ne pas faire des événements complètement disjoints les uns des autres, et dans ce cas-là, ça posera souci. J'avance un petit peu, tout ça, ce sera à méditer encore une fois. Alors, propriété avancée, et je voudrais juste arriver à la fin, et après on va faire des petits exercices tranquillement. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'infos d'un coup, mais c'est essentiellement du vocabulaire, des rappels, hein. Donc je pense que normalement ça va se gérer. De toute façon, vous inquiétez pas, après vous allez décompter tout ça au fur et à mesure des vacances. Alors, propriété un petit peu plus avancée.
Système complet d'événements et probabilité. Ça, c'est un peu le but du jeu. Lorsqu'on a un système complet d'événements, l'idée, c'est qu'on a décomposé l'univers en une réunion de sous-événements 2 à 2 disjoints. Dans ce cas-là, il y a une petite formule qui va tomber toute seule. Vous allez voir vraiment toute seule d'un coup. Si on a cette situation, avec AI, attention, j'ai qu'à vous souligner, un système complet d'événements, dans ce cas-là, la probabilité de n'importe quel événement E, elle peut se décomposer comme la somme des P de E inter AI. On va faire démonstration tout de suite. Je vais passer sur l'écran à côté. Démonstration 6. Elle n'est pas longue du tout. Elle n'est pas longue du tout. Alors, première étape, on a grand oméga qui est la réunion des AI. Donc, au passage, j'introduis une notation qu'on va utiliser très souvent. C'est tout simplement parce que AI est un SCE. Un SCE, qu'est-ce que c'est que cette bête? Système complet d'événements. Donc, lorsqu'on a un système complet d'événements, oméga, c'est la réunion de tout le monde. Conséquence, si on intersecte avec grand E. Grand E, c'est oméga inter grand E. Ça va être la réunion des AI inter E. Et comme on a distributivité de l'intersection sur la réunion, c'est aussi la réunion des AI inter E. Donc à chaque fois, petit i va de 1 à... J'ai mis n comme notation. Petit i va de 1 jusqu'à petit n, oui. Une fois qu'on a ça, on passe au proba. Je change de couleur, tiens, comme ça c'est joli. D'où P de E, c'est la probabilité de cette réunion des I inter E. Pour I allant de 1 jusqu'à n. Mais encore une fois, cette réunion, c'est une réunion d'événements 2 à 2 disjoints. Encore une fois, parce que on a un système complet d'événements. Conséquence, hop, la probabilité de la réunion, c'est la somme, pour I allant de 1 jusqu'à n, des probabilités des intersections. Et on est bon. Est-ce que il y a des questions là-dessus? J'ai pas compris la première égalité. Alors la première, celle-ci là, avec l'oméga. Après le donc. Ah bah si on fait... Alors, ici, grand E. Alors oméga c'est l'événement tout entier. C'est l'univers tout entier. Donc oméga inter grand E, bah, vu que E est inclus dans oméga, c'est égal à grand E. Si je vous fais un petit dessin à côté, vous allez voir, c'est très rapide. Ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez, hop, vous avez grand oméga, qui est l'univers tout entier, et dans grand oméga, quelque part, hop, vous avez grand E. Donc on peut dire que grand E, c'est E grand E inter oméga. Alors, il y a un lien entre les AI et E. Non. En fait, ce qu'il faut imaginer ici, bah, si je continue mon petit dessin, alors je change de couleur. Alors là, il y a l'événement grand E. Ensuite, c'est comme si l'événement grand oméga, on l'avait découpé en tranches. Donc, si je fais mes tranches, bah là, non, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Des traits droits tant qu'à faire. Pouf, oméga, on l'a décomposé en plusieurs événements disjoints les uns des autres.
Donc si je faisais un petit schéma comme ça, on aurait A1, A2, A3, jusqu'à AN. Alors je ne assure pas parce que ça surchargerait, mais vous imaginez que chaque tranche verticale correspond à un des grands AI. L'événement grand E, donc c'est E inter A1, union E inter A2, union E inter A3, tout. Schématiquement, c'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? On est bon à peu près? Alors voilà, c'est tout, c'est fini. Ça va, c'est pas des démonstrations très longues. Touk. Et on repasse sur le PDF. En particulier, bon c'est un détail, mais c'est pas anodin. Si on prend grand E égale oméga, du côté gauche, P d'oméga, c'est 1. Du côté droit, si grand E c'est oméga, E inter AI, c'est AI tout court. Conséquence, on obtient une petite formulette qui est que la somme des P de AI est égale à 1. Donc au passage, on s'en rend compte, peut-être que vous l'aviez deviné avant, lorsqu'on a un système complet d'événements, la somme des probabilités de ces événements fait 1 tout entier, fait 1. Dernière formule qui nous reste, enfin dernière propriété, puis après on démonte, on va pouvoir faire plein d'exercices exercices dans tous les sens. C'est tout simplement ce qui va nous mener à la probabilité uniforme, à l'équiprobabilité et aux fameuses formules nombre de cas favorables sur nombre de cas total que je vous encadre tout de suite ici. Alors en vrai il y a un petit bagage théorique. Ici, juste pour que vous preniez un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on a fait, on a raisonné dans le vide. Au début on a dit si on a une propriété, une application P qui vérifie P d'oméga égale 1 et P de A union B égale machin truc, alors, boum, et on a énuméré une propriété. Mais au final, pour l'instant, on n'a jamais dit qu'une telle probabilité existait. On n'a même jamais fait d'exemple où on avait une probabilité P qui existait. On a raisonné de manière complètement formelle dans le vide. Donc là, heureusement, on va avoir un exemple type de probabilité fixée. Comment est-ce qu'on va y arriver? On va se rendre compte, premier temps, finalement, pour déterminer une probabilité, c'est-à-dire leur donner une probabilité concrète, on va se rendre compte qu'il suffit d'associer à chaque événement élémentaire de mon univers un petit chiffre, un petit nombre. Et une fois qu'on aura vu cette propriété, on va l'avoir formellement cette théorème 7, on va avoir un corollaire qui va consister à dire, dans plein de situations, mes événements alimentaires, j'ai envie qu'ils aient la même probabilité les uns les autres. Exemple, vous lancez un dé, vous avez un numéro entre 1 et 6. Alors, effectivement, de manière ultra physique, en vrai, suivant le dé, etc., l'usure et compagnie, tous les chiffres n'ont pas la même probabilité, mais on va faire l'hypothèse d'équiprobabilité, qui est que chacun des chiffres a la même chance de tomber. C'est ça qui va mener au corollaire 8, équiprobabilité, et à ce qu'on appelle la probabilité uniforme. Alors, on reprend les choses dans l'ordre. Détermination d'une probabilité par un singleton. Théorème 7. Si on a un univers fini, oméga 1, oméga n, si on a plein de petits nombres réels positifs, P1, Pn, on va pouvoir dire qu'il existe une probabilité P telle que Pe de oméga i égale Pi à une condition, que la somme des petits Pi soit égale à 1. C'est logique, hein. Si je vous dis, j'ai trois choix, le premier, chance 1 tiers, le deuxième, chance 1 tiers, le troisième, chance 3 quarts. Vous allez me dire, oui, maintenant il y a un problème là, parce que quand je fais le total, ça fait trop. Oui, c'est ça. Et il n'y a que ça comme condition. Donc on fait attention à ne pas mettre n'importe quoi comme nombre, c'est-à-dire qu'on veut que la somme des petits nombres fasse 1. Mais si on a ça, automatiquement, et en vrai c'est pas simple, on va pas le démontrer, c'est juste technique pour pas grand chose, mais on peut directement dire, à partir de ces petits nombres, je sais qu'il va exister une probabilité qui vérifie P de oméga i égale Pi. Et si on veut évaluer cette probabilité en un événement grand A, finalement ce qu'on va vouloir faire, mais c'est assez naturel en fait, vous allez voir en pratique, vous n'allez pas du tout avoir de soucis, on fera la somme des petits PI pour les indices I tels que méga I est dans grand A. Alors ce truc là tel quel, on comprend rien. Mais concrètement, imaginez que vous ayez
encore une fois, un lancer de dés entre 1 et 6. Il y a la probabilité d'avoir 1, la probabilité d'avoir 2, etc. jusqu'à la probabilité d'avoir 6. Si maintenant je vous dis, ah bah je veux la probabilité d'avoir un entier pair, bah vous allez me dire, bah oui, j'additionne la probabilité de 2, plus la probabilité de 4, plus la probabilité de 6. Bah voilà, ça y est, vous avez appliqué la formule. Donc en pratique, cette formule-là, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous l'utilisez, vous allez juste faire les choses naturellement, et vous aurez raison, ça marchera très bien. Donc je ne vais pas insister plus que ça, on ne va pas l'entourer. On va passer directement à ce qui va beaucoup plus nous intéresser, nous, l'équiprobabilité. Pouf. Si on applique ce théorème 7 avec des petits pays tous égaux, vu qu'on veut que la somme des petits pays soit 1, soit égale à 1, il faut que chacun des petits pays ce soit 1 sur n, 1 sur cardinal d'oméga. Si vous avez 6 chiffres pour lancer D, bah il faut un sixième pour chacun. Si vous tirez une carte parmi 52, bah il y aura du 1/52e pour chaque carte, etc., etc., etc. Ici, si on se fixe ce P d'oméga égale ici 1 sur cardinal d'oméga, on va pouvoir avoir une probabilité associée qu'on va appeler, je saute tout à la fin, probabilité uniforme. Si on vous parle de probabilité uniforme ou si on vous parle d'équiprobabilité, ça veut dire qu'on choisit une probabilité uniforme. Et dans ce cas-là, P de E, c'est quoi? Si on considère qu'on a l'hypothèse d'équiprobabilité qui est vraie, exemple d'équilibré, des boules indiciaires que vous touchez, etc., etc., on met en place la probabilité uniforme et donc on va utiliser la formule qu'un nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup de blabla pour un truc que vous avez déjà utilisé 150 000 fois, mais il faut se rendre compte qu'il y a quand même un petit aspect formalisation à mettre en place. Est-ce que vous êtes bon à peu près? Est-ce que vous tenez le choc sur tout ça? Alors, ça veut dire quoi celui-là? Plus vite. Ok, on va accélérer. De toute façon, c'est fini. Alors ça, faut le mettre avant d'avoir fini, parce que sinon, c'est moins intéressant. On est bon? Pas de questions? Ok, tiens. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de rappels, mais il faut les faire proprement. Vous allez voir au fur et à mesure, parce qu'on va faire des choses un peu techniques. Alors, 1 heure, un chapitre. Certes, plus ou moins, mais bon, c'est des petits chapitres, c'est des rappels. Vous allez voir après, il y aura plus de boulot, mais ce sera à la rentrée. Alors, au niveau exercice, là, ce que je vais vous proposer, c'est plusieurs exercices. Alors, on va commencer par du dénombrement. Demain, on fera un petit peu de probabilité, mais comme ça, vous aurez le temps de méditer un petit peu le chapitre entre-temps. Et, voire même, je peux vous faire un petit mix des deux. Je vais voir la fiche d'exercice sur les probabilités. Hop, bougez pas, bougez pas. Espace probabilisé, exercice. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Je vais faire des petits copier-coller au fur et à mesure. Alors, je vous annonce l'exercice et puis après, alors en dénombrement, on peut commencer par des choses ultra bateau. Le 1, le 2, le 3, ils se font à la main. Alors, on va essayer, ils sont complètement neuneux, entre guillemets. Oui, dans 20 minutes, on finit à peu près. Vous allez vous mettre dans le Discord après pour faire des groupes de TD et compagnie. Alors, je vais couper l'enregistrement parce que si ça ne sert plus à rien.